Chapitre 5. Le mal des griffons. Plusieurs dizaines de jours s'étaient écoulés depuis la mort de Grindelwolf et le sauvetage de Villers par les aventuriers. Les dégâts avaient été réparés, la ville avait retrouvé son calme, et comble du bonheur, les affaires reprirent pour Serre-l'Apéro. Ainsi, le comte Wavrin avait organisé une petite fête privée en compagnie de Benarvel, Vinsart et Jules Apéro. Le chevalier Val du Bailly avait préféré décliner l'invitation car il avait, selon ses dires, tout simplement la flemme de venir. L'elfe, le nain et le dresseur participèrent à une soirée plutôt mondaine, à grignoter des petits fours et à boire du vin, tout en discutant de temps à autre avec quelques personnages haut placés de Villers. Alors que la soirée battait son plein, Wavrin convoqua les 3 aventuriers ainsi que Serle dans ses quartiers afin de partager un repas plus tranquille. Benarvel exigea de l'alcool et des femmes, mais il n'obtint que de l'alcool. C'est à ce moment précis que le père de Jules annonça une grande nouvelle. Comme vous le savez, le ranch côtier a perdu de son charme depuis la disparition de Federico. Alors, son épouse, qui ne se sentait pas capable de gérer le ranch toute seule, m'a demandé de reprendre l'affaire. Et vous savez quoi? J'ai accepté. Les aventuriers restèrent de marbre. Bah, c'est tout ce que ça vous fait? À part Jules et vous, nous ne sommes pas vraiment du coin, déclara Benarvel. Alors on s'en fout. Non, bah moi ça me va parfaitement, répondit cette fois Jules. Serle, penaud, se contenta de reprendre une gorgée de vin sans dire un mot. Wavrin reprit la parole d'un ton plus grave. Bon, écoutez, si je vous ai convoqué seul, c'est qu'en réalité nous avons un problème. J'ai bien peur que Grindelwolf n'avait pas complètement tort au sujet des griffons. Il en arrive toujours plus chaque jour et leur population devient inquiétante. Certes, ils ne sont pas dangereux, mais ils mangent énormément et ce sont nos cultures et notre gibier qui s'épuisent. Sans parler des fientes qui s'amassent dans certaines rues qu'ils ont élues comme pot de chambre. Si cela continue, les habitants vont fuir ce qui ne ressemblera plus à une ville, mais à de gigantesques chiottes pour oiseaux. Eh bien, je propose une nouvelle activité, moi, déclara Jules. Ramasser les fientes pour faire de l'engrais pour les cultures. Un nouveau commerce. On va vendre la fiente aux 4 coins du royaume. Oui, mais les cultures se font bouffer, lui répondit Benarvel. Bah justement, il faudrait faire de plus grosses cultures pour que ça produise plus. Il faut de l'engrais. Pour le commerce, on peut aussi faire des brochettes de poulet géantes, hein? Benarvel et Jules partagèrent leurs différends pour régler la situation. Vinsart resta muet, alors Wavrin stoppa le débat. Pour le moment, le nombre de griffons est gérable. La solution serait donc de stopper cet afflux. Vous allez retrouver l'origine de cette migration en remontant la piste et me régler ce problème pour qu'ils arrêtent de se pointer chez nous. Vous partirez demain et vous serez accompagné de Cynthia, la bibliothécaire. Elle doit se rendre dans la ville voisine. Vous l'escorterez. Vous serez également accompagné de quelques soldats au cas où. C'est quoi la paye? Demanda l'elfe. Comment ça une paye? Je veux une paye et une femme. Une femme? Mais pour qui vous prenez? Il en est hors de question. Très bien, alors 1000. 1000 quoi? 1000 pièces d'or par personne. C'est une somme énorme. Écoutez, je veux bien vous concéder 1000 pièces d'or à l'ensemble du groupe. Sinon, tant pis, je trouverai quelqu'un d'autre. Benarvel et Wavrin s'entendirent sur 1000 pièces d'or. Jules et Vinsart félicitèrent leurs camarades pour cette négociation. Le lendemain, jour de grand départ, Benarvel et Jules, accompagnés de Fenrir son loup, attendaient l'arrivée de Vinsart. Mais ce dernier n'arrivant pas, ils se décidèrent d'aller faire un tour au marché pour patienter. C'était l'occasion de se débarrasser de quelques objets inutiles qu'ils traînaient et de se racheter de meilleures armes. Ainsi, ils échangèrent leurs arcs sylvains pour 2 arcs longs plus simples mais plus efficaces. Ils s'achetèrent également des boucliers avec l'argent récolté de leurs quelques ventes. Puis ils revinrent à l'entrée principale de Villers où attendaient plusieurs soldats ainsi que Cynthia qui était ravie de retrouver l'elfe mage. En revanche, Vinsart était encore aux abonnés absents. Jules et Ben n'étaient pas plus inquiets que cela. Ce n'était pas la première fois que le nain manquait un rendez-vous, alors ils décidèrent de partir sans lui. Le plus vieux des soldats, celui qui semblait être le chef, se rapprocha des 2 aventuriers afin de mettre les choses au clair. Je suis le capitaine Jeff 2e du nom. Je suis le chef de cette escouade. Je vous présente soldat 1, soldat 2, soldat 3 et Billy. Nous vous accompagnerons jusqu'à la ville voisine, Vertecouille. Si vous deviez partir au-delà de Vertecouille, nous ne pourrions pas vous suivre. Notre priorité est de sécuriser le voyage de Cynthia qui doit récupérer des manuscrits précieux. Alors vous m'excuserez, mais je ne m'occuperai pas de votre protection. De toute manière, vous avez prouvé à tout le monde que vous n'en aviez pas besoin. En aparté, Benarvel glissa à l'oreille de Jules que ce cher Jeff n'avait pas de couilles.
Si, mais elles sont vertes, répondit le dresseur. C'est ainsi que le groupe quitta Villers en direction de Vertecouille. Le chemin était montagneux, parfois escarpé mais sûr. Ils ne croisèrent aucun danger. À force de voyager, Ben et Jules avaient acquis en endurance et ils marchèrent toujours avec plusieurs centaines de mètres d'avance. Jeff et ses hommes, tout comme Cynthia, avaient abandonné toute idée de suivre leur rythme. « Ils ne sont pas commodes, moi je vous le dis », avait déclaré Jeff. Loin devant, Ben Harvel et Jules passèrent par un chemin plus étroit lorsque 3 jeunes gens bondirent devant eux et 3 autres personnes derrière. Ben et Jules reconnurent tout de suite leurs accoutrements. C'étaient des costumes de griffons du théâtre de Villers. Ils avaient en face d'eux des fanatiques de Grindelwolf. Ben Harvel dégaina son épée et attaqua le premier, mais l'un des fanatiques esquiva et contra d'un violent coup de poing qui sonna par terre l'elfe. Seul face à 6 ennemis, Jules hurla « Jeff, venez vite! Nous sommes attaqués! On arrive !» Les fanatiques n'avaient sans doute pas prévu que les aventuriers étaient accompagnés tant ils semblaient décontenancés. Finalement, 3 d'entre eux s'attaquèrent à Jeff et ses hommes. Encore hébété, Ben Harvel parvint malgré tout à se soigner lui-même en effectuant un sort de soin majeur. Dans le même temps, Jules ordonna à Fenrir d'attaquer, mais le loup fut neutralisé en 2 temps 3 mouvements. Alors qu'ils s'attaquèrent au dresseur, Ben Harvel dégomma l'un des fanatiques d'une flèche dans le cœur. Jules s'équipa alors de ses griffes d'Envald, mais ses 2 adversaires en étaient équipés également et les maniaient avec bien plus d'assurance. Si bien que les fanatiques parvinrent à blesser Jules, lui laissant une belle plaie ouverte sur le torse. Pendant ce temps, le capitaine Jeff élimina le dernier fanatique qui lui faisait face. « On arrive !» hurla-t-il. Ben Harvel lança son sort d'explosion de cellules, mais son esprit n'était pas totalement remis. Le sort s'en alla exploser un arbre un peu plus loin. Jules se mit alors en retrait pour utiliser son arc et dégomma d'une flèche l'un des 2 ennemis. C'est à cet instant que le capitaine Jeff et ses hommes arrivèrent sur les lieux. Le dernier fanatique en vie, face à ce surnombre, prit la fuite. Jeff ordonna à 2 de ses soldats de le poursuivre, mais ils lâchèrent rapidement prise car leur cible était trop rapide. Avec un elfe à moitié hébété et un dresseur blessé, le capitaine ordonna la mise en place d'un campement un peu plus loin. Les soldats, rompus au combat, soignèrent archaïquement les blessures de Jules, tandis que Ben Harvel retrouva pleinement ses esprits. Puis la nuit tomba, et Jeff dispensa les 2 aventuriers de tour de garde afin qu'ils se remettent de leurs émotions. Tandis qu'ils profitèrent tous du dîner, Cynthia prit la parole. Les montagnes écarlates sont réputées pour leur dangerosité, mais au final ce n'est pas franchement vrai. Faut dire que depuis l'attaque du dragon à Villers, les étrangers flippent un peu leur race, mais en dehors de ça, la cité a toujours été tranquille. Et si ce dragon s'est pointé, c'est parce qu'un abruti l'a dérangé. Les dragons sont comme les volcans. Ils passent leur temps à dormir, mais lorsqu'ils se réveillent, vous pouvez être sûr que tout va brûler autour de lui. Je n'ai pas vu celui qui a attaqué Villers, mais il ne devait pas être très gros vu les dégâts causés. Le Murder a connu des catastrophes bien plus terribles que ça. Vous connaissez l'histoire de l'ancienne cité de Platina ? Ça va être long ? Demanda Jules. Vas-y, je t'écoute, moi. Ça m'intéresse, répondit Ben. Platina se trouvait loin, très loin à l'est, dans une région autrefois verdoyante. Maintenant, on l'appelle le désert des cendres. Il y a plusieurs centaines d'années, Platina était une ville prospère qui marchandait avec toutes les villes aux alentours, et parfois même de plus loin que ça. En fait, les citoyens travaillaient essentiellement dans les mines de platine. Ils y extrayaient des quantités astronomiques de ce métal clair, mais terriblement costaud. Une lame en platine est plus tranchante que n'importe quelle épée légendaire. Et ce métal ne se trouvait qu'à Platina. D'où son nom. Du coup, tous les royaumes étaient prêts à payer le prix fort pour obtenir ne serait-ce qu'une petite quantité de platine. Il paraîtrait que ces mines n'avaient pas besoin d'être éclairées, car le platine sur les murs était suffisamment étincelant pour y voir qu'en plein jour. J'aurais tellement aimé voir ça. Bref, il arriva un temps où le platine se faisait rare. Ainsi, le roi Marborus, qui régnait à l'époque, décida d'envoyer plusieurs escouades d'éclaireurs à la recherche de nouveaux gisements. L'une d'elles pensa trouver la perle rare, une immense grotte souterraine. Sa profondeur était plus grande que la hauteur du palais de Villers. Vous imaginez ? Et cette grotte, forcément, était recouverte de platine. Mais ce n'est pas tout. Il y avait des pierres précieuses, des diamants, de l'or. Lorsque Marborus apprit la nouvelle, il expédia toutes ses équipes pour commencer le chantier. Toutes les autres mines furent abandonnées au profit de celle-ci. Les citoyens s'en donnaient à cœur joie pour la gloire de Platina. Et des banquets étaient même organisés dans la grotte. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tout le vacarme qu'il provoquait avait fini par réveiller une créature qui hibernait depuis on ne sait combien de temps au fin fond de la grotte que les éclaireurs n'avaient pas encore exploré. Cette créature, c'était un dragon. Un immense dragon en colère. Il embrasa toute la grotte de son souffle ardent. Les hommes et les femmes n'eurent pas le temps de s'enfuir. Ils périrent dans les flammes. Et le dragon, toujours furieux,
surgit de sous la terre et s'attaqua à Platina. La ville fut détruite dans un brasier infernal, et les gens, tous morts. Il n'y eut aucun survivant. Le dragon poursuivit son massacre de nombreux jours encore dans toute la région. Des dizaines de villages, les fermes, tout brûla. Les rivières s'asséchèrent, et il ne restait bientôt plus que les cendres des flammes du dragon. Et voilà, c'était chouette, hein? Si le récit de Cynthia n'avait pas passionné les foules, il eut le mérite d'endormir les aventuriers. Ainsi, ils purent se reposer pleinement, comme l'avait promis Jeff, qui vint les réveiller au petit matin. L'ensemble du groupe reprit le chemin de Vertecouille. En fin de matinée, ils avaient aperçu une silhouette lointaine, contre un arbre. Jules tenta de l'interpeller, mais la silhouette prit la fuite sans savoir ce qu'il en était. Probablement un gosse, songea Jeff. Finalement, ils atteignirent tranquillement Vertecouille en milieu de journée. Vertecouille était une petite bourgade prospère et bien gardée. Les habitations étaient cossues et la garde semblait tenir son rang. En tout cas, les aventuriers ne seraient pas rentrés si facilement sans la présence du capitaine Jeff, bien connu des soldats en présence. Ainsi, Jules et Ben découvrirent le charme campagnard de la ville. Ils furent salués par quelques personnes, mais la plupart les ignoraient. Puis ils passèrent devant un orque enfermé dans une cage qui les interpella. « Au secours! Libérez-moi! Et je vous revaudrai ça !» L'orque était massif, comme beaucoup d'orques. Mais celui-ci se démarquait par sa peau très verte et sa coiffure en queue de cheval. Sa barbe était également nouée. L'orque semblait suffisamment intelligent pour prendre un minimum soin de lui. « Si cette créature est enfermée, c'est qu'il y a bien une raison, » déclara Jeff. « Il est quand même curieux de retenir prisonnier un orque si loin de chez lui, » s'étonna Cynthia. « Ils sont généralement exécutés sur le champ, mais celui-là n'a pas l'air d'être aussi féroce que ça. Je me demande bien comment il s'est retrouvé là. » La bibliothécaire, très intriguée, se rapprocha de l'orque et demanda son nom. L'orque lui répondit « Gili Gili. Et comment t'es-tu retrouvé là ?» Gili Gili raconta son histoire. Gili Gili était un orque d'une race noble vivant dans les montagnes écarlates. Lorsqu'il n'était encore qu'un enfant, Gili Gili avait vu son clan se faire massacrer par des hommes. Il fut épargné avec deux de ses congénères, Goulou Goulou et Ngolo Ngolo. À eux trois, ils s'entraidèrent afin de garantir leur survie. Leur force naturelle, couplée avec leur expérience, les rendit très robustes et débrouillards. C'est ainsi qu'ils s'accaparèrent un territoire dans un coin plutôt sauvage des montagnes écarlates. Le clan, qui s'était baptisé Clan Tout Dur, avait asservi quelques meutes de gobelins. Ils se firent construire une forteresse. Leur vie était comblée. Du clan, Gili Gili était le plus modéré. C'est lui qui apaisait les ardeurs de ses deux frères, quand ceux-ci voulaient s'en prendre à plus fort qu'eux. Un beau jour, alors qu'il chassait, Gili Gili croisa un autre orque blessé. L'orque, toujours conscient, lui expliqua que son clan avait été massacré et qu'il avait dû fuir pour ne pas subir le même sort, mais qu'il était poursuivi par un groupe d'hommes. Après avoir pansé les plaies de la victime, Gili Gili s'occupa de ses agresseurs qui venaient d'arriver sur les lieux. Alors que certains guerriers furent étripés, d'autres parvinrent à prendre la fuite. Débarrassé de ses ennemis, Gili Gili retourna auprès de l'orque qui se présenta, Gala Gala. Gili Gili et Gala Gala devinrent rapidement des amis inséparables. Ils occupaient régulièrement leur temps à massacrer du gobelin, quand ils n'étaient tout simplement pas en train de mater les spectacles de Jean-Marie Bigard. Puis les hommes responsables du massacre du clan de Gala Gala revinrent, avec la ferme intention de coloniser le territoire du clan Tout Dur. Pour éviter un drame, Gili Gili tenta le dialogue. À l'inverse de ses frères qui voulaient tuer chacun des hommes, puis les cuire au dîner, Gili Gili parvint à négocier le départ des hommes, mais ces derniers demandèrent soudainement qu'on leur livre un orque comme compensation. Gili Gili demanda un jour de réflexion afin de trouver meilleur arrangement. Durant ce laps de temps, Gala Gala convainquit les deux orques d'accepter le marché tout en livrant Gili Gili, son ami, qu'il jugeait trop faible. Goulou Goulou et Ngolo Ngolo acceptèrent. Gili Gili, ainsi trahi, fut enchaîné et livré aux hommes. Gili Gili comprit rapidement qu'il était condamné aux basses besognes et aux humiliations pour le compte de mercenaires qui voulaient investir la région. Mais ces derniers furent anéantis par la garde lorsqu'ils s'attaquèrent à Vertecouille. Gili Gili, lui, fut retrouvé enchaîné par des éclaireurs dans le campement déserté des déserteurs. Transféré de la ville, il resta captif jusqu'au jour où il rencontra les aventuriers. Les deux aventuriers réfléchirent, justement. Ils étaient sceptiques quant à l'appétit de la créature. « Je suis vegan !» déclara Gili Gili. Ainsi, Ben Harvel et Jules se mirent d'accord qu'un orque vegan et redevable envers eux serait bien efficace. Cynthia les informa. « Si vous voulez libérer cet orque, vous devriez en parler au capitaine de la garde. »« Mais, s'emporta Jeff, ce n'est pas mon prisonnier. »« Mais pas vous, enfin ! Le capitaine de la garde de Vertecouille.
Vous êtes vraiment un soldat. Ben Harvel et Jules se dirigèrent vers le capitaine en question qui refusa catégoriquement de libérer l'orque. Bien que Jules affirma vouloir le prendre sous son aile, le capitaine leur expliqua qu'il ne les connaissait pas et qu'il ne leur faisait pas confiance. « Vous pouvez y aller, déclara Jeff. Ils sont deux des aventuriers qui ont sauvé Villers. Ils sont doués. Et s'ils ont vaincu Grindelwolf, ce n'est pas un orque qui devrait les gêner. » Très bien. Je veux bien vous croire, mais je préfère en avoir le cœur net. Vous allez affronter chacun à votre tour un de mes meilleurs soldats. Si vous les battez, j'accepte de vous céder l'orque. Ben Harvel fut le premier à se lancer. Face à lui, un homme se présenta en armure, équipé d'une épée et d'un bouclier. Alors que l'elfe resta de marbre, son adversaire l'attaqua épée en l'air. Ben Harvel se protégea avec son bouclier, mais il éclata en morceaux sous le coup d'épée, puis l'elfe trébucha. Après une petite roulade en arrière, Ben s'équipa maintenant de son arc et tira une flèche dans le genou droit du soldat qui, dans un cri, se laissa tomber à terre. Ben décrocha une seconde flèche dans l'autre genou. Le soldat hurla de plus belle, puis il prépara une autre flèche. « Wow, wow, wow! Ok, c'est bon, j'ai compris !» s'interposa le capitaine de Vertecouille. « Vous avez prouvé votre valeur, c'est bon, c'est bon. » « Par contre, il a pété mon bouclier, donc vous m'en devez un, dit Ben Harvel. « Ouais, on verra ça plus tard. » Le capitaine se dirigea vers la cage de Gilly Gilly et le libéra. « Voilà, il est à vous maintenant. Mais s'il provoque le moindre problème, vous aurez des comptes à rendre. Vous êtes prévenus. » Gilly Gilly remercia les deux aventuriers. « Avec plaisir, répondit l'elfe. Et tu remercieras le mec qui a perdu ses deux jambes aussi. » Gilly Gilly se dirigea vers le soldat toujours à terre. « Merci. » « Bon, écoutez, coupa Jeff. Vous devriez rendre visite à Dame Belorosa. C'est elle qui dirige la ville. Elle aura peut-être des informations sur les griffons. » Les aventuriers se rendirent au palais. Ils se présentèrent aux gardes qui les laissèrent passer, puis ils se retrouvèrent rapidement face à Dame Belorosa, une femme sublime à la chevelure de feu, témoin de sa puissance. Pourtant, son regard innocent présageait un tempérament bon et protecteur envers son peuple. « Aventuriers, bienvenue à Vertecouille. Vous êtes ici, chez nous, donc ne mettez pas les pieds sur les chaises, c'est mal poli. »« Bien le bonjour, belle demoiselle, répondit Ben Harvel. Parlez-nous des griffons. »« Les griffons ? Nous en voyons beaucoup ces temps-ci. Ils arrivent de l'Est, des terres sauvages, mais ils ne s'arrêtent pas chez nous. J'ignore pourquoi ils se dirigent vers Villers, mais croyez-moi, je m'en tamponne les gourdes, et je vous interdis d'accéder aux terres sauvages. Nous avons déjà fort à faire pour défendre nos frontières, alors il est inconcevable de vous laisser y foutre le bazar. À moins que, si l'un d'entre vous accepte de m'embrasser, je vous laisserai partir. » Ah ! Ben Harvel s'étonna d'une telle proposition, mais ne se fit pas prier. « Puisque c'est gratuit, dit-il. » Ben Harvel s'approcha de Dame Belorosa et à quelques mètres d'elle, il sentit une odeur nauséabonde lui infiltrer les narines. Une odeur de soufre mélangée à de la puanteur, si horrible qu'il ne put se retenir de vomir devant une Dame Belorosa outrée. « Mais bordel, ce n'est pas possible! Encore un qui tombe malade devant moi! J'en ai marre, personne ne veut m'approcher. Qu'est-ce que je dois faire alors? Me laver ?» Alors que l'elfe s'écroula d'étouffement, des gardes vinrent le ramasser afin de le transporter vers une infirmerie pour y être soigné. Quant à Jules et Gilly Gilly, ils furent renvoyés du palais. Le capitaine de Vertecouille vint les rassurer. « Dame Belorosa a simplement besoin de calmer ses nerfs. Elle réfléchira à votre situation, je peux vous l'assurer. En attendant, vous devriez passer la nuit à l'auberge. Il y en a une pas très loin. » Jules remercia le capitaine, mais il se dirigea plutôt vers un vendeur d'armes. Mais alors qu'il n'était qu'à une dizaine de pas de lui parler, une corne retentit. Puis un homme hurla. « Nous sommes attaqués !» Une dizaine de soldats s'activèrent, prêts à bondir sur l'ennemi, en l'occurrence une vingtaine de gobelins. Gilly Gilly se lança dans le combat. D'une course, il baffa 2 gobelins tout deux sonnés, puis achevé par les soldats. Dans le même temps, Fenrir, le loup de Jules, s'attaqua à 2 gobelins également, qu'il tua avec ferveur tandis que son maître en zigouillait d'autres à coups de flèche. L'orque de son côté continua son massacre à coups de baffe. Il ne restait plus qu'un gobelin face à Gilly Gilly, tandis que Jules et les soldats observaient. « Toi, tu seras mon animal de compagnie !» hurla l'orque. Il attrapa le gobelin par la tête, puis, avec une corde qui traînait, le ligota. « Merci de nous avoir aidés !» s'exclama Dame Belorosa qui avait fait irruption. « Nous aurions sans doute perdu quelques hommes si vous n'aviez pas été là. » Dame Belorosa prit quelques secondes avant de reprendre. « Écoutez, cela fait plusieurs jours que les attaques dans la région s'intensifient. Il semblerait qu'il y ait des bouleversements dans les terres sauvages, au point de voir toutes les créatures quitter leur nid. Je veux bien vous laisser y aller, mais à une condition.
Faites en sorte que plus aucune créature ne s'approche de Vertecouille. Bah déjà, on va aller à l'armurerie, déclara Jules. On va commencer par là. Ensuite, on traversera les terres sauvages quand on en aura envie. Suite à cet échange, Dame Bellerosa proposa aux deux guerriers de passer la nuit au palais. Ils acceptèrent. Et le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, ils retrouvèrent Penarvel qui s'était à nouveau remis de ses émotions. Avant leur départ pour les terres sauvages, Gilly et Jules se rendirent chez le vendeur afin de lui refourguer les armes qu'ils avaient ramassées sur les gobelins de la veille, en échange de quelques pièces d'or. Le dresseur en profita pour acquérir 2 arbalètes puissantes et furtives. De son côté, Benarvel tenta de négocier un nouveau bouclier auprès du capitaine de Vertecouille, mais il essuya un refus catégorique. Il n'insista pas et rejoignit ses 2 compères. Le capitaine Jeff et Cynthia vinrent les saluer, puis ils quittèrent Vertecouille. La ville. Jules, toujours accompagné par son Fenrir, tandis que Gilly, lui, s'était attaché les services de son gobelin qu'il tenait désormais en laisse. Dame Bellerosa avait donné quelques conseils aux aventuriers afin d'éviter des zones à risque où les monstres pullulaient. Ainsi, Benarvel, Jules et Gilly ne croisèrent aucune hostilité, si ce n'est 1 ou 2 gobelins de temps à autre qui prenaient toujours la fuite. « Regardez-moi ça !» s'exclama Gilly. « Pas un qui viendrait te délivrer. Hein, gobelet ?» ?»« Gobelet ?» s'étonna Jules. « C'est le nom de mon gobelin domestique. »« Attends, temporisa Benarvel. Tu as appelé ton gobelin Gobelet ?»« Ouais, Gilly et Gobelet !» L'elfe se demanda si l'orque était si brillant que le suggérait Cynthia. Quant à Gobelet, il semblait s'accommoder de son sort. Il ne tenta même pas de s'enfuir lorsqu'il en avait l'occasion. Peut-être avait-il simplement peur. Alors que les aventuriers progressèrent le long d'un sentier à bord de falaise, ils se retrouvèrent soudainement face à un orque. Et ce dernier, l'air surpris, s'adressa à Gilly. « Toi, tu es encore en vie ?»« Oui, toi aussi !» Les 2 orques se toisaient du regard. Gilly avait évidemment reconnu son ancien camarade du clan tout dur, Goulou. Il se rapprocha de lui et lui assena un violent coup de poing dans le plexus. « Ça, c'est pour m'avoir trahi et livré aux mercenaires !» Goulou chuta en arrière, puis, plutôt que de se relever, resta à genoux. L'orque pleura à sanglots. « Nia, je suis vraiment désolé. Je ne le referai plus jamais. T'es mon ami. »« Donne-nous plutôt des informations sur ton clan, » exigea Benarvel. Goulou regarda Gilly comme s'il attendait sa réaction, mais ce dernier resta de marbre. « Bon, très bien. Ngolo et Galagala sont dans notre forteresse. Ils n'en sortent plus beaucoup ces temps-ci. La région est de plus en plus dangereuse, alors ils préfèrent envoyer nos gobelins au charbon. » Sont-ils une menace pour nous ? Pourquoi le seriez-vous ? Je ne vous connais pas et nous ne pensions plus jamais revoir Gilly. On devrait le garder avec nous, proposa Jules. Oui, s'il vous plaît, gardez-moi. Je ne vous causerai aucun danger, je vous le promets. Benarvel et Gilly restèrent indifférents, mais acceptèrent la proposition du dresseur. Ainsi, le groupe reprit sa route, mais comme la nuit tombait, ils établirent rapidement un campement. Ils s'organisèrent pour les tours de garde. Ainsi, Ben prit le premier, Jules le deuxième et Gilly le dernier. Au petit matin, l'elfe et le dresseur furent réveillés par une odeur appétissante, celle de la viande grillée. Pendant la nuit, l'orque avait aperçu un ours qui s'approchait dangereusement du camp. Il l'avait alors attaqué et finit par l'abattre péniblement. Il avait ensuite dépecé l'animal afin de récupérer sa peau et suffisamment de viande pour nourrir ses camarades. Ils profitèrent ainsi d'un généreux repas avant de reprendre la route. Cela faisait plusieurs heures que les aventuriers marchaient. Ils étaient maintenant dans les hauteurs des montagnes écarlates. Au sommet des pics inatteignables, Jules découvrit des nids qu'il devina être ceux des griffons. Mais il n'y avait aucun animal, et très vite le groupe aperçut des zones calcinées et de la cendre un peu partout, sans parler de l'odeur de soufre qui empestait le coin. « Oh non, pas elle !» paniqua Benarvel, dont l'odeur lui rappelait Dame Bellerosa. « Non, ça ressemble à un dragon, ça !» répondit Jules. « On serait à Platina ?»« Non, nous sommes en territoire griffon. Je pense plutôt qu'un dragon s'est installé ici récemment et qu'il fait fuir toute la faune. » Ils continuèrent d'avancer alors qu'ils entendirent par intermittence un énorme bruit sourd qui résonnait au loin. En se rapprochant, ils découvrirent une gigantesque grotte. « S'il y a un dragon, dit Ben, il est là-dedans. »« Je vais envoyer Gobelet, déclara Gilly. Le gobelin supplia son maître de ne pas l'envoyer seul dans la grotte, alors Gilly le frappa, ce qui convainquit Gobelet d'y aller. Les aventuriers attendirent plusieurs minutes, mais Gobelet ne revenait pas alors que le bruit sourd se faisait toujours entendre. « Il s'est fait bouffer, songea Ben. Ou alors, il a trouvé une issue pour s'enfuir, pensa plutôt Jules. « Bon alors on y va, lança Gilly.
Les deux orques, l'elfe, le dresseur et le loup se rapprochèrent de la grotte, puis, à l'intérieur, découvrirent deux sentiers. Si le bruit semblait venir de la gauche, ils préférèrent emprunter celui de droite, plus étroit. Mais justement, de plus en plus étroit, qu'ils finirent par se tenir l'un derrière l'autre. Tandis qu'un nouveau bruit se fit entendre, semblable cette fois à des gémissements, les aventuriers étaient obligés de s'accroupir pour progresser. Finalement, ils découvrirent deux farfadets en train de forniquer dans la position de la levrette. Gênés par la situation, ils firent demi-tour sans déranger les petites créatures dans leurs ébats amoureux. De retour à l'entrée de la grotte, ils se dirigèrent maintenant vers le sentier de gauche. Ils tombèrent rapidement, sans surprise, sur un dragon endormi sur un immense tas de pièces d'or et de pierres précieuses et autres trésors inestimables. « Je le reconnais !» s'exclama Jules. « C'est le dragon que Fenrir a voulu sodomiser !» Sauf que Fenrir avait également reconnu le dragon et qu'il comptait bien finir ce qu'il avait commencé. Ainsi, il se jeta sur le dragon, s'agrippa à son museau et mit quelques coups de rein. Le dragon, chatouillé, se réveilla inévitablement. « Tiens, ça fait pas comme dans Shrek !» pensa Gilly Gilly. Le dragon, d'une colère noire, s'apprêtait à embraser toute la grotte. Jules, sachant ce qui allait se passer, ordonna à ses camarades de fuir. Ils eurent le temps nécessaire pour éviter de finir en cendres, mais le dragon n'abdiquait pas. Il se précipita également à l'extérieur et, dans sa précipitation, fit s'écrouler l'entrée de la grotte. « Merde, l'or !» s'exclama Ben. Les aventuriers se retrouvèrent démunis face au dragon qui se tenait là, devant eux, prêt à les fondre sur place. Quand tout d'un coup, il s'explosa en sanglots. « Et pourquoi vous faites ça ?» Le dragon pleurait à chaudes larmes, ce qui surprit les aventuriers. Ben Arvel prit la parole. « Dragon, je suis désolé, c'est un réflexe du loup. Si vous voulez en parler, le propriétaire c'est lui, avec ses arbalètes. Moi je n'ai rien à voir, mes camarades orques non plus. On vous laisse régler ça entre vous. » Jules, décontenancé par l'attitude de Ben, répondit au dragon. « Ce n'est pas de ma faute, malheureusement. C'est mon loup. Il vous aime beaucoup. C'est une marque d'affection de sa part. »« Oh, c'est vrai, » réagit le dragon. « Oh, je suis vraiment touché. En plus, il est plutôt mignon, ce petit loup. Puis, ce n'était pas si désagréable que ça. »« Donc c'est une dragonne, » réagit cette fois Ben Arvel. « Elle ne pourrait pas nous en dire plus sur les griffons ?» demanda Gilly Gilly. La dragonne se tourna vers lui et le toisa. « Qu'est-ce qu'il a le nabot ouvert, hein? De quoi je me mêle ?» Excusez notre camarade orc, interpella Ben. Mais vous ne voudriez pas déménager? Vous causez beaucoup de dégâts par ici et ça gêne tout le monde. D'accord, et où me conseilles-tu d'aller? Moi je sais, réagit Jules. Platina, c'est une belle et grande région. Je ne connais pas cet endroit. Ben c'est l'occasion, lança Gilly Gilly. Toi tu la fermes. Ben Arvel prit les choses en main. Platina est une vaste région où vous serez en paix, je peux vous l'assurer, car un dragon y a déjà fait le ménage il y a longtemps. Il y a peut-être des chances de retrouver tout son or d'ailleurs. Et puis vous y serez tranquille, personne ne viendra vous déranger. La dragonne réfléchit à ces dernières paroles, puis se laissa convaincre. Tu as raison, petite chose. Je vais trouver cet endroit. Au moins je ne serai plus dérangé par ces idiots comme vous. Sur ces mots, la dragonne s'envola sans perdre de temps et quitta les montagnes écarlates. Les aventuriers observèrent l'énorme créature dont la silhouette diminuait à mesure qu'elle s'éloignait haut dans le ciel. Jules s'exprima. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. On rentre ?